Tout de suite, une série d'été vraiment pas dégueulasse. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. C'est l'un des petits bonheurs de l'été et nul besoin d'être en vacances pour le siroter jour après jour. Le journal Le Monde consacre sa première série d'été au comédien Jean-Paul Belmondo. 6 épisodes dont le dernier sera publié demain. De Belmondo à Bébel, un très beau travail signé du critique signé Samuel Blumenfeld. Il est là en studio. Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour. Pourquoi lui? Pourquoi Jean-Paul Belmondo? Bon, j'ai bien conscience que la réponse figure dans la série, mais quand même, comment ça arrive, une telle chose? Pourquoi lui? Parce qu'en fait, il est avec Alain Delon, le plus grand comédien français, acteur français de l'après-guerre. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs, quand on voit l'après-guerre du cinéma français, je dirais à partir des années 50, c'est que comme Racine et Corneille, en fait, de manière miraculeuse, ont surgi 2 stars françaises qui ne se ressemblent pas, qui sont en fait en tout point dissemblables. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. On a un Belmondo qui est solaire et un Delon qui est lunaire. On a un Delon qui est plutôt splénétique, alors qu'on a un Belmondo qui est plutôt du côté du clown. Donc, le cinéma français a eu cette extraordinaire chance d'avoir 2 comédiens que la plupart des cinématographies au monde n'ont jamais eu. Donc c'est votre choix, c'est pas une demande de votre direction, c'est vous un peu des deux. Non, c'est absolument mon choix. Ah ouais. C'est absolument mon choix parce qu'en fait, le cinéma a beaucoup à voir avec l'enfance. Et j'appartiens à une génération qui non seulement a grandi avec Belmondo et Delon, mais en fait a été éduquée par ces 2 comédiens. Samuel Blumenfeld, pour sortir là 6 épisodes de cette série très très fournie, vous commencez quand? Vous y mettez à quel moment? Je commence à m'y mettre à partir du mois de février. C'est-à-dire que je commence à voir les films, je commence à interroger des gens qui ont travaillé avec Jean-Paul Belmondo. Et concrètement, le dur, j'entre dans le dur, à savoir l'écriture, 8 semaines avant la publication de la série. S'attaquer à Jean-Paul Belmondo, c'est comme être devant une montagne. Un travail de titan vous attendait et aussi une méthode à trouver. Comment avez-vous procédé? Il est aussi difficile de savoir ce que l'on va écrire que ce que l'on ne va pas écrire. Puisqu'en fait, vous n'écrivez pas un livre. Donc au moins, quand vous écrivez un livre, vous êtes vous avez un devoir d'exhaustivité. Quand vous écrivez une série pour un journal, il faut savoir choisir. Il faut savoir angler régulièrement. Donc pour chaque épisode de la série correspondant à un moment clé de la carrière professionnelle de Belmondo, il faut savoir trouver l'angle exact. Alors je vais vous donner un exemple pour que l'auditeur comprenne d'emblée. Par exemple, quand il faut ouvrir Belmondo, une série sur Belmondo avec À bout de souffle, qui est le film qui l'intronise en star. Simplement, comment est-ce que vous racontez À bout de souffle, qui est non seulement un film connu du monde entier, mais que n'importe quel lecteur a l'impression de connaître. Comment par quel angle on attaque ça pour le raconter autrement? Comment faire autre chose de la plus-value? Alors, la plus-value, c'est qu'en fait, l'histoire, les débuts de Jean-Paul Belmondo, c'est quelqu'un qui est né star, mais qui n'était justement reconnu par personne, qui a passé toute sa carrière, tout son apprentissage au conservatoire, mais au-delà sur les plateaux de cinéma, lorsqu'il était 2e et 3e couteau, à entendre dire que justement, il avait précisément le physique de quelqu'un qui ne pourrait jamais faire carrière. Et là, c'est parti, c'est votre accroche, et c'est votre ligne pour... Alors, Samuel Blumenfeld, je voulais revenir sur la méthode plus globale. Vous avez eu raison de dire qu'il y a ce qui figure et il y a ce qui ne figure pas. Vous aviez quand même une démarche, vous avez choisi de vous attacher à des films clés et surtout à des réalisateurs. C'est ça votre trame quand même. Absolument. C'est que de toute façon, la carrière d'un acteur se conjugue nécessairement avec la rencontre avec un réalisateur, donc avec un grand artiste. Donc chez Belmondo, vous avez la période Godard, vous avez la période Melville, vous avez la période de Broca, vous avez l'intermède François Truffaut. Et donc vous ne pouvez pas séparer en fait la trajectoire de cet immense comédien avec les très grands metteurs en scène qu'il a croisés. Et surtout, vous avez choisi de raconter quasiment comme si on y était. Ça, grâce à votre grande connaissance du cinéma, grâce à votre plume, et puis aussi grâce à quelques témoignages essentiels. Là aussi, il fallait les choisir. Alors,
il faut choisir les témoignages, mais je dirais à l'intérieur des témoignages. Parce que les gens qui vous parlent ne vont pas écrire l'article à votre place. Il ne s'agit pas de recueillir et puis de retranscrire. Non, chacun son travail. Absolument, chacun son travail. Mais ce qui est très important dans les témoignages que vous collectez, c'est souvent en fait ce qui vous fait avancer dans une série, c'est un détail. C'est le détail anodin que lâche presque involontairement la personne que vous rencontrez. Exemple. Un tout petit détail, quelque chose que vous apprenez et qui vous permet d'avancer. Je vous donne un exemple précis. Quand j'ai rencontré René Château, qui a été à partir de la fin des années 60 l'attaché de presse de Belmondo avant de devenir son producteur, véritablement son éminence grise. René Château m'a dit qu'au début de la carrière de Belmondo, lorsqu'il commence à le fréquenter, Belmondo lui avait dit mais pourquoi est-ce que tu souris? Pourquoi est-ce que tu fais la tête, René? Moi, même quand je fais la tête, je souris toujours. J'ai toujours un sourire de façade. Et en fait, ça m'a permis de comprendre un élément fondamental du tempérament de Belmondo, à savoir que c'est quelqu'un qui régulièrement masquait sa mélancolie. Donc derrière Bébel, en fait, le fameux Bébel qui est un peu superficiel, se cachait un Belmondo que j'avais le devoir de faire émerger. Vous n'avez pas, j'imagine, Samuel Blumenfeld parlé à Jean-Paul Belmondo pour cette série, c'est pas l'objet. Alors ce n'est pas l'objet, d'abord parce que Jean-Paul Belmondo a eu un AVC, donc a des problèmes d'élocution, c'était pas une volonté de sa part de ne pas parler. Oui, ça aurait pu être par mail, vous voyez. Ça aurait pu être par mail, mais ça semblait compliqué. Mais en fait, il faut toujours, en journalisme ou ailleurs, transformer la contrainte en atout. Et en fait, ne pas pouvoir parler à Jean-Paul Belmondo m'obligeait à tourner autour de lui. Et donc, tourner autour de lui, en fait, vous permet de ne pas être prisonnier de son point de vue. Avez-vous eu des retours de sa part? Savez-vous s'il vous a lu et s'il a aimé ce que vous avez écrit? Alors, en fait, ça fait partie des moments qui, tout d'un coup, qui font votre carrière de journaliste, enfin, qui apportent le plaisir, ces moments privilégiés d'une carrière de journaliste, qui est l'un des plus beaux métiers du monde. C'est que mardi matin, j'ai reçu un texto de Jean-Paul Belmondo. En fait, le texto, c'était une photo de lui attablé avec mon article sur sa table et donc lui en train de le lire. Sans commentaire? Sans commentaire, mais il n'y en a pas besoin. Extraordinaire. Extraordinaire. On va entrer dans le vif de cette carrière et de cette personnalité exceptionnelle qui commence à bout de souffle et que vous racontez pendant un été placé sous la menace du retour du virus. C'est comme ça. À tout de suite, Samuel Blumenfeld. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Ne laissez pas vos phrases en suspens. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Le critique cinéma du monde Samuel Blumenfeld signe l'une des séries d'été du journal, de Belmondo à Bébel. On ne va évidemment pas pouvoir tout retracer ici, mais quand même les débuts qui nous renvoient 62 ans en arrière. Été 1958, Saint-Germain-des-Prés, une gueule, une dégaine. Belmondo a 25 ans et vous le disiez tout à l'heure, il est atypique, ça a commencé par le desservir. Absolument. Il est atypique, il a exactement le physique qui ne peut pas faire une carrière au cinéma à l'époque. On est dans une culture du jeune premier, donc dans des physiques des FEP, des physiques classiques. La gueule cassée de Belmondo, c'est une gueule cassée, puisqu'il y a ce fameux nez cassé, mais qui va devenir aussi célèbre que celui de Cléopâtre. Mais c'est précisément cette gueule-là qui ne peut pas faire carrière au cinéma. Sauf que l'avenir, et quasiment le présent, appartient à Belmondo. Ce qui est très étrange, c'est l'asymétrie qu'il y a entre les décideurs, c'est-à-dire en l'occurrence les professeurs de Belmondo au conservatoire qui l'humilient régulièrement, les producteurs qui régulièrement expliquent à Belmondo qu'avec cette tête-là, il ne peut pas faire carrière, et l'aura dont dispose Belmondo auprès de ses camarades de conservatoire, qui sont tous persuadés qu'il est la star. Oui, il est déjà chef de bande. Il est chef de bande. Alors, il y a qui à ses côtés Il y a Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Françoise Fabian. Il y a une génération exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, ce sont pas des demi-portions. Mais même au milieu de cette génération exceptionnelle, Belmondo, lui,
est déjà au firmament. Et ce que fait Godard en repérant Belmondo, en fait, c'est qu'il met le doigt sur une évidence, tout simplement. Oui, effectivement, on est en août, je crois, 58, et là, Belmondo qui se balade, tombe sur un type bizarre, parasé, mal coiffé, sinistre, écrivez-vous, qui l'invite dans une chambre d'hôtel, c'est Godard. Absolument, et Belmondo se dit, chambre d'hôtel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me veut, et en même temps, Belmondo se dit, mais bon, de toute façon, je suis boxeur. À un moment, Belmondo songeait vaguement à une carrière de boxeur professionnel. Et il se dit, bon, de toute façon, je saurai me défendre quoi qu'il arrive. Et il tombe effectivement, il découvre que c'est bien un court-métrage que le nommé Jean-Luc Godard tourne. Tout commence comme ça avec la nouvelle vague et le tournage d'À bout de souffle. Alors je vais spoiler la fin de ce premier épisode, vous ne m'en voudrez pas. Je vous lis. Jean-Paul Belmondo est l'un des seuls acteurs qui sache mourir, expliquera plus tard Godard. Bogart savait, Belmondo sait. Et vous concluez, Jean-Paul Belmondo n'a pas encore 27 ans et il est déjà immortel. Parce que là, c'est parti tout de suite. C'est parti tout de suite. Il y a quelques seconds rôles de Belmondo au cinéma, mais pour son premier rôle vedette, il s'inscrit d'emblée dans l'histoire du cinéma. Ça y est, il ne disparaîtra plus jamais des mémoires. Alors ensuite, évidemment, on croise Melville, Gabin, Truffaut et Deneuve, du coup. Jusqu'où allez-vous dans cette série, Samuel Blummenfeld Vous arrêtez où demain matin Je m'arrête à la fin des années 80, principalement. C'est en l'occurrence Itinéraire d'un enfant gâté, qui, je dirais, est le dernier film notable de Lelouch. Pardon. Le dernier film notable de Belmondo, son dernier très grand succès public. Ensuite, on passe à autre chose. C'est une carrière cinématographique qui est davantage en pointillé. Mais il faut bien se rendre compte que les carrières commencent, mais aussi se terminent. Il n'y a pas de carrière qui se poursuit jusqu'à 80-90 ans. Une carrière, c'est souvent au firmament, 100 ans. 15, 20 ans, et c'est déjà énorme. Belmondo avait commencé en alternant cinéma d'auteur et cinéma populaire. Chemin faisant, il a choisi le second. Écoutez cette interview, on a retrouvé ça dans les archives d'Europe 1, interview de Jean-Paul Belmondo en 1962, Bébel, avec Fernand Choisel. Jean-Paul Belmondo, comment va évoluer votre personnage maintenant ? Moi, j'étais au conservatoire, je jouais des rôles comiques. Je me voyais partant pour une carrière comique, puis tout d'un coup, je me suis trouvé être le héros pour les jeunes. Et ça, évidemment, j'ai tout de suite, après À bout de souffle, qui est un film que j'aime beaucoup et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, mais j'ai senti qu'il y avait un danger pour moi quand même, c'est que si on me mettait dans tous les films avec un chapeau et une cigarette, je crois que ça n'aurait pas duré très longtemps. Voilà. Et c'est ça le titre de votre série de Belmondo à Bébel, c'est qu'à un moment donné, il a choisi la route de la popularité. Absolument. Et alors, quand vous dites là, assez justement la route de la popularité, ça a été aussi le travers d'un emploi unique. On va dire qu'à partir de la fin des années 70, on a un Belmondo cascadeur, souvent dans des films policiers, et donc qui prend une route unique. Ce qui est très impressionnant dans l'interview qu'on vient d'entendre, c'est l'incroyable intelligence de cet acteur. La lucidité. Absolument, il a tout compris. Il pourrait se dire qu'après être entré d'emblée dans l'histoire, il lui suffit de poursuivre ce chemin, et il comprend tout à fait qu'il va falloir faire autre chose. Cette autre chose, c'est par exemple, 2 ans après À bout de souffle, Léon Morin, prêtre. Il joue un prêtre en pleine seconde guerre mondiale. Le port de la soutane, vous le racontez bien. Voilà, merci, le fameux port de la soutane. Le contre-emploi absolu de Belmondo, de quelqu'un qui est un sex-symbole à l'origine et qui devient cet abbé qui dit non aux femmes en permanence. Samuel Blummenfeld, signe de Belmondo à Bébel, série d'été du journal Le Monde. Bon, évidemment, il faut être abonné ou alors acheter le journal. Je signale que la semaine prochaine commencera une nouvelle série dans Le Monde, signée Pascal Robert Diard et un autre journaliste dont le nom Joseph Bourgard. Merci, consacré à Gabriel Russier. Absolument. Merci beaucoup d'être venu dans Culture Média.